Connue pour sa férocité, la tribu Apache est sans conteste la plus emblématique des tribus guerrières des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Désignée comme les tigres de l'humanité par les généraux américains, cette tribu a persévéré dans son combat jusqu'à aujourd'hui pour défendre sa langue, ses croyances et ses traditions. Accompagnez-nous alors que nous explorons l'histoire tumultueuse de la tribu Apache et laissez-vous emporter par l'intensité des affrontements sur les vastes plaines. Le peuple Apache inspirait la peur en raison de sa brutalité, écorchant et rôtissant des captifs blancs vivants, ainsi qu'en tuant de jeunes enfants, en leur écrasant la tête contre des pierres. Leur sauvagerie et leur esprit individualiste les rendaient invincibles jusqu'à l'avènement d'armes de guerre plus avancées. Cette évolution des armements les a contraints à résider dans des réserves, soumis aux restrictions du monde moderne. Qui étaient donc les Apaches tant redoutés, contrairement à l'idée reçue? Les Apaches n'étaient pas des guerriers par nature. Ils étaient des peuples nomades, chasseurs et cueilleurs, dont l'existence était centrée sur le bison. Le bison représentait tout pour eux. Ils l'utilisaient comme source de nourriture, portaient sa peau et dormaient dans des tentes fabriquées avec le même cuir laineux pour se réchauffer. Le peuple Apache maintenait un régime alimentaire varié, principalement axé sur des aliments de base tels que le maïs et la viande de bison. Le bison offrait une source importante de protéines, tandis que le maïs constituait un glucide essentiel. En outre, il récoltait divers aliments comme des baies et des glands. Il est important de noter que ces personnes ne voyaient pas la consommation de poissons ou d'ours comme acceptable, car cela leur semblait impur. Selon les historiens, la tribu Apache a peuplé l'Amérique du Nord, en traversant le détroit de Bering, s'établissant finalement sur un vaste territoire allant de l'ouest de l'Arizona à l'est du Texas et du nord du Colorado au sud du Mexique. Cette région serait par la suite surnommée la Grande Apacheria. Avec un tel territoire et une population de moins de 6000 personnes, le peuple Apache se divise traditionnellement en 6 grandes tribus, chacune possédant ses propres caractéristiques culturelles et historiques distinctes. Ces tribus sont les Chiricahua, Hicars, Lepan, Mescalero, Apache de l'Ouest et Kiowa. En raison de l'absence d'une politique unifiée, la tribu Apache ne maintenait pas de bonnes relations avec d'autres tribus ou nations, y compris l'Amérique. L'une des raisons profondes de cette situation pourrait être que, tandis qu'un groupe d'Apaches pouvait s'engager dans des négociations de paix, un autre sous-groupe autonome pouvait persister dans les hostilités, lançant des attaques contre les Espagnols, les Mexicains, les Américains et même d'autres tribus autochtones. Cela a engendré des conflits et des représailles. Il est intéressant de noter que dans la tribu Apache, lorsqu'un homme épousait une femme, il devenait membre de sa famille élargie et quittait la sienne. Chaque unité familiale de ce type vivait à proximité d'un autre groupe similaire, afin de s'unir pour des enjeux sociaux, religieux et militaires. Les Apaches étaient organisés en familles élargies, agissant de manière autonome, dirigés par le membre le plus influent, qui servait de conseiller principal et veillait aux besoins du groupe. Ce rôle était attribué à un homme qui devait le mériter en étant le leader le plus fort et le plus compétent. Cependant, cela ne signifie pas que les femmes avaient un statut inférieur au sein de la tribu. Pour la chasse, les Apaches utilisaient des arcs et des flèches, fabriquant des pointes à partir de pierres taillées pour obtenir des embouts acérés. Les cordes d'arc étaient réalisées à partir de tendons d'animaux.
illustrant leur ingéniosité dans l'utilisation des matériaux disponibles pour leurs outils de chasse, pour transporter leurs tipis, leurs maisons et leurs biens lors des migrations. Les Apaches employaient un dispositif appelé travois, qui était essentiellement un traîneau. Le travois pouvait être chargé d'objets et ensuite tiré par un chien. Avec l'introduction des chevaux par les Européens, les Apaches ont adapté leur méthode en utilisant ces animaux pour tirer le travois. La force et la taille accrues des chevaux ont permis de concevoir des travois plus grands, ce qui a facilité le transport d'un plus grand nombre de biens. Le peuple Apache entretenait une profonde croyance spirituelle en la présence d'êtres surnaturels vivant parmi eux. Ils percevaient ces esprits comme omniprésents, capables de se manifester à tout moment dans le monde naturel. Au cœur de leur croyance spirituelle se trouvait Usen, leur divinité principale, qu'ils croyaient avoir placée sur Terre. Les Apaches avaient une forte dimension morale, avec une distinction claire entre le bien et le mal. Cela s'étendait non seulement aux actions humaines, mais aussi à la nature perçue des animaux. Ils croyaient que les animaux pouvaient être classés comme bons ou mauvais selon leur capacité à causer du tort aux individus. Malgré le fait de consacrer la plupart de leur temps à se préparer pour la bataille et à survivre, le peuple Apache reconnaissait l'importance de célébrer des rites de passage majeurs dans leur vie, tels que la naissance, l'entrée dans l'âge adulte, le mariage et la mort. L'une des cérémonies les plus significatives chez les Apaches était la danse du lever du soleil, une célébration essentielle marquant la transition des jeunes femmes vers la féminité, généralement autour de l'âge de 13 ans. Avec l'introduction des chevaux par les Européens, les Apaches ont modifié leur méthode en utilisant ces animaux pour tirer le travois. La force et la taille accrues des chevaux ont permis de concevoir des travois plus grands, ce qui a facilité le transport d'un plus grand nombre de biens. Le peuple Apache avait une profonde croyance spirituelle en la présence d'êtres surnaturels vivant parmi eux. Ils percevaient ces esprits comme omniprésents, capables de se manifester à tout moment dans le monde naturel. Au cœur de leur croyance spirituelle se trouvait Usen, leur divinité principale, qu'ils croyaient avoir placée sur Terre. L'une des cérémonies les plus significatives chez les Apaches était la danse du lever du soleil, une célébration essentielle marquant la transition des jeunes femmes vers la féminité, généralement autour de l'âge de 13 ou 14 ans. Cette danse durait 4 jours, durant lesquels les participantes s'engageaient dans une danse continue, servant de test de force et d'endurance. Cette célébration avait une profonde signification culturelle et témoignait de l'engagement du peuple Apache à honorer et à commémorer les étapes importantes de la vie des membres de leur communauté. Il convient de noter que de nombreuses célébrations Apaches, y compris la danse du lever du soleil, s'étendent sur une durée de 4 jours, soulignant ainsi la signification culturelle et l'importance symbolique inhérentes à ces événements. Le peuple Apache a développé une économie de subsistance multifacette qui englobait diverses activités telles que la chasse, la cueillette de nourriture naturelle, l'agriculture et le commerce. De plus, ils obtenaient de la nourriture et d'autres ressources par le bail de chasse au bétail et de raids sur les établissements pueblos. Tout au long de leur histoire, les Apaches ont mené des raids, ciblant des tribus ennemies et parfois même d'autres bandes Apaches. Ces incursions étaient réalisées pour diverses raisons, notamment l'acquisition de bétail, de nourriture ou de captifs, généralement effectuées en petits groupes avec des objectifs précis. Ces raids se distinguaient de la guerre à grande échelle.
Il est à noter que les Apaches s'unissaient rarement pour former de grandes armées comptant des centaines d'hommes. Les stratégies de raid adoptées par les Apaches étaient souvent opportunistes et axées sur l'atteinte d'objectifs spécifiques plutôt que sur l'engagement dans des conflits prolongés. Le raid était une pratique traditionnelle pour les Apaches, mais les colons mexicains s'opposaient au vol de leur bétail. Par conséquent, lorsque les tensions ont commencé à monter entre les Apaches et les colons, le gouvernement mexicain a mis en place des lois offrant des récompenses en espèces pour les scalps Apaches. Des règles et des lois strictes de la tribu étaient respectées. Les Apaches vénéraient leurs terres, leurs coutumes, leur religion et leurs lois. Pour eux, suivre ces règles n'était pas un choix, c'était une obligation, que ce soit lors de la célébration d'un festival ou dans le cadre d'une guerre. Dans le système de justice tribal Apache, lorsqu'un membre de la tribu est lésé par un autre, il a la possibilité de traiter le problème personnellement ou de porter plainte auprès du chef. Si la partie offensée ne peut pas confronter directement le fautif et choisit de ne pas déposer de plainte, un autre individu peut intervenir et informer le chef de l'infraction. Cela déclenche alors une enquête ou un procès. Lors de ce procès, tant l'accusé que l'accusateur peuvent présenter des témoins sans interruption. Et ces témoins ne prêtent pas serment, car il est cru qu'ils ne fourniraient pas de faux témoignages concernant des affaires de leur propre peuple. Le chef préside ces procès, assisté par d'autres leaders dans les affaires graves. La détermination principale consiste à établir si l'accusé est coupable ou non. S'il est déclaré non coupable, l'affaire peut se clore et la partie plaignante renonce à son droit de chercher une vengeance personnelle. En revanche, si l'accusé est jugé coupable, la partie lésée fixe la peine, généralement validée par le chef et ses associés. En plus de ce type de tribunal, les Apaches suivent également un code strict qui régit divers aspects de leur vie quotidienne. Dans les situations où des enfants se retrouvent orphelins à cause des conséquences de la guerre ou d'autres circonstances, comme le décès des deux parents, le chef de la tribu a le pouvoir de les adopter ou de les répartir à d'autres selon son appréciation. De plus, les membres de la tribu déclarés hors la loi ont la possibilité d'emmener leurs enfants avec eux s'ils le souhaitent. Cependant, s'ils choisissent de laisser les enfants avec la tribu, le chef prend la responsabilité de décider de la meilleure manière de s'occuper des orphelins. Il est essentiel de souligner qu'aucune honte n'est attachée aux enfants dans ces situations. Un autre exemple de la manière dont le peuple Apache honore son code peut être observé lorsqu'il visite certains lieux, comme Salt. L'objectif est de déterminer si l'accusé est coupable ou non. S'il est déclaré non coupable, l'affaire peut se clore et la partie plaignante renonce à son droit de rechercher une vengeance personnelle. En revanche, si l'accusé est jugé coupable, la partie lésée fixe la peine, qui est généralement validée par le chef et ses associés. Il est important de souligner qu'aucune honte n'est liée aux enfants dans ces situations. Un autre exemple de la manière dont le peuple Apache respecte son code peut être observé lors de leur visite à certains lieux, comme le lac Salt. Lors de la visite de ce lac, les Apaches n'étaient même pas autorisés à chasser du gibier ou à attaquer un ennemi. Toutes les créatures étaient libres de circuler sans être dérangées. Comme mentionné précédemment, partir en guerre est un événement majeur pour le peuple Apache et ils ont des règles très strictes à ce sujet. Un jeune individu doit avoir accompagné les guerriers de sa tribu à 4 reprises distinctes sur le chemin de la guerre, s'il aspire à devenir un guerrier. Chaque voyage revêt une importance particulière.
et enseigne quelque chose aux jeunes. Les conditions et les attentes pour les jeunes lors de ces expéditions sont strictes. Lors du premier voyage, le futur guerrier ne reçoit que de la nourriture de moindre qualité, et il est attendu qu'il accepte cela sans se plaindre. Au cours des 4 expéditions, le jeune guerrier n'est pas autorisé à choisir sa propre nourriture, mais doit consommer ce qui lui est fourni. De plus, pendant ses expériences sur le chemin de la guerre, le jeune agit comme un serviteur. Il assume des responsabilités telles que s'occuper des chevaux, préparer les repas et accomplir diverses tâches sans qu'on ait besoin de le lui demander. L'attente est que l'individu apprenne ce qui doit être fait et prenne l'initiative d'accomplir ses tâches sans attendre d'être dirigé. La communication durant ces expéditions est restreinte. Le jeune guerrier n'est pas autorisé à engager la conversation avec d'autres guerriers, sauf en réponse à des questions ou lorsqu'il reçoit des instructions explicites pour parler. Cela met en avant la discipline et le respect dans le cadre du processus d'initiation des guerriers. De plus, un aspect fondamental de l'apprentissage des jeunes est d'acquérir les noms sacrés associés à tout ce qui est utilisé en guerre. Cette connaissance est essentielle, car les Apaches considèrent la guerre comme une affaire solennelle et religieuse. Une fois que la tribu est en route pour la guerre, seuls ces noms sacrés peuvent être utilisés en référence à tout ce qui concerne la guerre. Cela démontre que pour le peuple Apache, la guerre et la religion sont intimement liés. Après que le Conseil des guerriers ait terminé ses délibérations et ses préparatifs pour le chemin de la guerre, une danse cérémonielle serait lancée parmi les Apaches. Cette danse impliquait les chants habituels dirigés par les guerriers, accompagnés du rythme des idines. Cependant, cette danse se distinguait par une intensité accrue, avec des mouvements plus énergiques, des cris et des hurlements de guerre, noyant parfois presque la musique et contribuant à l'atmosphère vibrante. Il est important de souligner que cette danse n'était pas destinée à tous les membres de la tribu. Elle est spéciale, sacrée, et ne peut être exécutée que par les guerriers. Après le retour du groupe de guerre, une version modifiée de la danse de guerre a lieu parmi les Apaches. Lors de cette cérémonie, les guerriers qui ont rapporté des scalps lors des batailles les présentent à la tribu au début de la danse. Ces scalps sont élevés sur des poteaux ou des lances et sont portés autour des feux de camp. Bien que certains éléments de la solennité de la danse de guerre demeurent, on observe une augmentation significative de légèreté par rapport au ton plus sérieux de la danse de guerre. Lors de la danse des scalps, les cris et les hurlements de guerre, souvent accompagnés de décharges d'armes à feu, ajoutent à l'atmosphère festive. Cependant, une fois la danse des scalps achevée, les scalps sont rejetés. Aucun Apache ne les conserverait, car ils sont jugés impurs. Gono, le plus cruel de tous, la semence de la vengeance qui a terni l'histoire des Amérindiens, a été semé en lui en 1858 après qu'un massacre perpétré par une unité militaire de Sonora ait eu lieu contre le camp Apache de Cousilla. Lors de ce massacre, Gérano a perdu sa mère, sa femme et ses enfants. Cette perte personnelle, associée à la douleur de perdre son peuple et sa tribu, l'a transformée en un. Elle est spéciale, sacrée, et ne peut être exécutée que par les guerriers après le retour du groupe de guerre. Une version modifiée de la danse de guerre se déroule parmi les Apaches lors de cette cérémonie. Les guerriers qui ont rapporté des scalps lors des batailles les présentèrent à la tribu au début de la danse. Ces scalps sont élevés sur des poteaux ou des lances
et sont portés autour des feux de camp. Bien que certains éléments de la cérémonie de la danse de guerre subsistent, on observe une augmentation significative de légèreté par rapport au ton plus sérieux de la danse de guerre. Lors de la danse des scalps, les cris et les hurlements de guerre, souvent accompagnés de décharges d'armes à feu, ajoutent à l'atmosphère festive. Cependant, une fois la danse des scalps achevée, les scalps sont rejetés. Aucun Apache ne les conserverait, car ils sont jugés impurs. Gono, le plus cruel de tous, la semence de la vengeance, qui a terni l'histoire des Amérindiens, a été semé en lui en 1858, après qu'un massacre perpétré par une unité militaire de Sonora ait eu lieu contre le camp Apache de Coussia. Lors de ce massacre, Geronimo a perdu sa mère, sa femme et ses enfants. Cette perte personnelle, associée à la douleur de perdre son peuple et sa tribu, l'a transformé en un monstre cruel, assoiffé de vengeance contre les Mexicains. Bien qu'il fût connu sous le nom de Gono, son vrai nom était Goal, ce qui signifie « celui qui bâille » dans leur langue tribale. Né le 16 juin 1829, près de la rivière Gila en Arizona, Gono appartenait à une tribu appelée Teun, dirigée par son père, et qui, à cette époque, était devenue une tribu dédiée à l'agriculture. Bien qu'il existe diverses théories sur la manière dont Goal est devenu Gono, la plus répandue et acceptée est que les soldats mexicains qui devaient l'affronter sur le champ de bataille le craignaient tant pour son courage et son dévouement qu'ils décidèrent d'appeler à l'aide Saint Jérôme, s'écriant « Gono ». Cela a conduit à l'association du nom Geronimo avec le guerrier Apache intrépide. Une autre théorie spéculative, avancée par certains historiens, bien que jugée moins probable en raison de problèmes phonétiques, est que les soldats auraient pu utiliser des sons proches du nom de Geronimo dans leur tentative de transmettre les sons étouffés liés à son nom, attribués de pouvoir mystique par ceux qui le haïssaient et le craignaient. On croyait que Geronimo avait la capacité de protéger ses alliés du danger en neutralisant les fusils de ses ennemis. Malgré de multiples blessures, il a constamment survécu, semblant être immunisé contre les balles. Éprouvé par la perte de sa famille, Gono a cultivé une haine qui a duré toute une vie envers les Mexicains. Cette animosité s'est traduite par des attaques fréquentes, lui et ses partisans ciblant et tuant tout groupe de Mexicains qu'il croisait. Tout au long de sa vie d'adulte, l'animosité, la méfiance et le dégoût de Gono envers les Mexicains ont éclipsé ses sentiments envers les Américains. Ces actions violentes auraient causé la mort d'environ 500 à 600 Mexicains. En 1861, Gono a dû faire face au double défi de préserver son peuple et leur mode de vie au milieu de la guerre des États-Unis visant à anéantir les Apaches. Les autorités américaines ont commis des atrocités, y compris le meurtre de femmes et d'enfants, et ont contraint les chefs Apaches à se replier, eux et leur peuple, dans des réserves. Refusant d'accepter ces conditions oppressives, Gono a rejeté l'idée de vivre en captivité. Sa résistance l'a marqué comme un opposant déterminé, et il est devenu un obstacle majeur pour les États-Unis, alors qu'il se battait vaillamment contre l'intrusion sur le territoire et la culture apache. Émergeant comme un symbole de soutien idéologique à la résistance apache, Gono est devenu un adversaire redoutable, perçu comme une figure menaçante par les citoyens américains durant une guerre de 10 ans. En 1871, lors d'une réunion organisée pour établir une trêve temporaire, Gono a été capturé par l'armée, trahi, alors que le cessez-le-feu convenu était ignoré. Par la suite, Gono a passé 4 mois en prison,
avant d'être transféré avec ses compagnons Apaches vers la réserve de San Carlos. Cependant, le 30 septembre 1881, il a orchestré une évasion audacieuse menant 375 Apaches et semant la terreur partout où il passait. Au cours des années suivantes, Gono a échappé aux Mexicains, aux Américains et aux mercenaires, éludant sans cesse la capture jusqu'en 1886, lorsqu'il a été acculé par le général Crook des forces américaines, ce qui a conduit à sa reddition. Pendant les 23 années suivantes, Gono a résidé à Fort S, Oklahoma, gagnant en notoriété alors qu'il était convié à des foires et des festivals de l'Ouest sauvage en tant que célébrité. Tragiquement, sa vie a pris fin en 1909, lorsque, à l'âge de 80 ans, il est mort dans un accident malheureux. Alors qu'il montait un cheval en état d'ivresse, il est tombé et a succombé à l'hypothermie après avoir passé la nuit à l'extérieur. La guerre Apache sanglante. Les guerres Apaches ont opposé l'armée américaine aux tribus Apaches dans le sud-ouest de 1849 à 1886, avec des affrontements plus petits, se poursuivant jusqu'en 1924. Après la guerre américano-mexicaine, en 1846, les États-Unis ont acquis des terres du Mexique où vivaient à la fois des colons et des Apaches. Trêve. Gono a été capturé par l'armée et trahi, alors que le cessez-le-feu convenu était ignoré. Par la suite, Gono a passé 4 mois en prison, avant d'être transféré avec ses compagnons Apaches vers la réserve de San Carlos. Cependant, le 30 septembre 1881, il a orchestré une évasion audacieuse, menant 375 Apaches et semant la terreur partout où il passait. Au cours des années suivantes, Gono a échappé aux Mexicains, aux Américains et aux mercenaires, éludant sans cesse la capture jusqu'en 1886, lorsqu'il a été acculé par le général Crook des forces américaines, ce qui a conduit à sa reddition. Les guerres Apaches ont opposé l'armée américaine aux tribus Apaches dans le sud-ouest de 1849 à 1886, avec des affrontements plus petits, se poursuivant jusqu'en 1924. Après la guerre américano-mexicaine, en 1846, les États-Unis ont acquis des terres du Mexique où coexistaient des colons et des Apaches. Des tensions ont surgi alors que de nouveaux Américains s'installaient sur les territoires Apaches pour cultiver, élever des animaux et extraire des minéraux. Pour contrôler les tribus Apaches, l'armée américaine a établi des forts et les a contraints à se déplacer vers des réserves spécifiques conformément à la loi sur le déplacement des Indiens. Certaines de ces réserves ne se trouvaient pas dans les zones traditionnelles des Apaches. En 1886, l'armée américaine a déployé plus de 5000 soldats, ce qui a poussé Gono et 30 de ses partisans à se rendre. Cela a marqué la fin des guerres Apaches, bien que les affrontements entre citoyens et Apaches aient persisté. L'armée confédérée a brièvement participé aux conflits au Texas au début des années 1860, avant de se concentrer sur la guerre civile américaine, au Nouveau-Mexique et en Arizona. Dans le passé, les tribus Apaches réalisaient des raids contre des tribus ennemies et parfois entre elles pour du bétail, de la nourriture ou des captifs. Ces raids impliquaient généralement de petits groupes ayant des objectifs spécifiques. Les Apaches s'unissaient rarement pour former de grandes armées, ne le faisant que de temps à autre, en mobilisant tous les hommes valides d'âge guerrier. Les premiers affrontements entre le peuple Apache et d'autres habitants du Sud-Ouest remontent aux premières colonies espagnoles. Cependant, les conflits désormais distinctement reconnus sous le nom de guerres Apaches ont commencé pendant la guerre américano-mexicaine. Les guerres Apaches ont éclaté lorsque des troupes américaines ont faussement accusé le chef Apache Cochise
et sa tribu d'avoir enlevé un garçon lors d'un raid. Malgré l'affirmation véridique de Cochise selon laquelle sa tribu n'avait pas pris le garçon, le commandant a refusé de le croire. Au lieu de cela, il a pris Cochise et son groupe en otage. Cochise a réussi à s'échapper, entraînant un face-à-face alors que sa tribu et ses alliés encerclaient les Américains, exigeant la libération du groupe de Cochise. Pendant ce face-à-face, d'autres braves et soldats américains ont été capturés. Les Apaches ont finalement reculé, pensant qu'ils étaient enflanqués. Mais en représailles, pour avoir retenu leur peuple, ils ont tué des soldats et des facteurs capturés. En réponse, les Américains ont exécuté les 6 hommes capturés, tout en libérant les femmes et les enfants. Dans l'infâme affaire Bascom, 3 des hommes tués étaient des proches de Cochise, cherchant à se venger. Cochise a rassemblé les tribus Apaches, déclenchant un conflit d'1 siècle avec les États-Unis. Comment la tribu Apache traitait-elle les captifs? Le célèbre historien David Roberts décrit la nature des guerres Apaches avec les États-Unis. Les 2 camps étaient brutaux et féroces, mais comme l'a souligné David Roberts auparavant, les Apaches étaient particulièrement cruels. L'historien renommé Paul Andrew Hutton évoque comment ils écorchaient et faisaient rôtir des captifs blancs vivants et tuaient de jeunes enfants en leur écrasant la tête contre une pierre. Les Apaches étaient des pillards, des pilleurs et des spoliateurs, des Vikings du Nouveau Monde. Ils étaient particulièrement redoutés en guerre et notoires pour leur torture des prisonniers. Ils accordaient une grande valeur à quiconque avait l'imagination pour concevoir des épreuves atroces. On aurait vraiment souhaité avoir cette dernière balle, comme ils avaient l'habitude de dire à la frontière. Les captifs, qui faisaient preuve de courage sous la torture, étaient très respectés par les Apaches. Les Américains étaient tout aussi impitoyables. Après avoir tué Mangus Coloradas, sa tête a été décapitée et exposée au public. Hutton souligne que, bien qu'il soit vrai que les Apaches semblaient avoir une prédisposition culturelle à la cruauté, il y avait beaucoup d'hypocrisie parmi les Américains qui prétendaient être civilisés tout en s'engageant dans une immense barbarie. Les Apaches étaient-ils vraiment aussi robustes qu'ils se présentaient? En effet, les Apaches étaient écrits comme des guerriers exceptionnellement durs. Hutton note que le général Crook les qualifiait de « tigres coriaces de la race humaine ». Décrits comme robustes et incroyablement habiles, les Apaches étaient connus pour pouvoir distancer la cavalerie à pied et démontrer une précision remarquable en tirant 7 flèches dans les airs, avant que la première ne touche le sol. Leur profonde connaissance du terrain leur permettait de maîtriser la guerre de guérilla, mettant en avant leur incroyable mobilité. Étaient-ils des pillards et des spoliateurs? En tant que Vikings du Nouveau Monde, ils étaient particulièrement redoutés en guerre et notoires pour leur torture des prisonniers. Ils accordaient une grande valeur à quiconque avait l'imagination pour concevoir des épreuves atroces. On aurait vraiment souhaité avoir cette dernière balle, comme ils avaient l'habitude de dire à la frontière. Les captifs qui faisaient preuve de courage sous la torture étaient très respectés par les Apaches. Les Américains étaient tout aussi impitoyables. Après avoir tué Mangus Coloradas, sa tête a été décapitée et exposée au public. Il souligne que, bien qu'il soit vrai que les Apaches semblaient avoir une prédisposition culturelle à la cruauté, il y avait beaucoup d'hypocrisie parmi les Américains qui prétendaient être civilisés tout en s'engageant dans une immense barbarie. Les Apaches étaient-ils vraiment aussi robustes qu'ils se présentaient? En effet,
Les Apaches étaient décrits comme des guerriers exceptionnellement durs. Hutton note que le général Crook les qualifiait de tigres coriaces de la race humaine. Décrits comme robustes et incroyablement habiles, les Apaches étaient reconnus pour pouvoir distancer la cavalerie à pied et démontrer une précision remarquable en tirant 7 flèches dans les airs avant que la première ne touche le sol. Leur profonde connaissance du terrain leur permettait de maîtriser la guerre de guérilla, mettant en avant leur incroyable mobilité. Bien que les mémoires des soldats américains aient parfois exagéré les prouesses Apaches pour se glorifier, leur réputation de guerriers redoutables était largement fondée. Malgré leur nombre inférieur par rapport aux Indiens des plaines au nord, les Apaches faisaient une preuve de prudence face aux risques inutiles. Il est à noter qu'ils accordaient une grande valeur aux chevaux, mais dans des situations désespérées, ils n'hésitaient pas à les consommer pour se nourrir, ce qui montre qu'ils s'avèrent survivre, même dans les conditions les plus difficiles. Les Apaches affichaient un fort sens de l'individualisme, tout en favorisant une profonde solidarité au sein de leur communauté, contribuant ainsi au succès de la police Apache. Button souligne leur affection pour les vaches, reflétée dans le nom de la tribu Mescalero, ainsi que leur vénération pour les ours, l'importance culturelle de la cérémonie de puberté féminine, une inclination notable pour le jeu et l'étrange évitement de la consommation de poissons. Les Apaches résistaient fermement à l'enfermement. 3 éléments clés ont façonné la culture Apache: un penchant pour le pillage, un engagement envers la vengeance et l'honneur, et une profonde connexion aux superstitions et aux tabous. Les Apaches étaient immergés dans la superstition, croyant aux sorcières, aux malédictions et particulièrement aux fantômes. Toucher les morts était un tabou significatif pour eux, ce qui a conduit à une pratique rare de scalper les cadavres. Les Blancs, en revanche, étaient bien plus brutaux qu'ils ne les mentaient à admettre, comme les chasseurs de primes américains, qui étaient rémunérés pour chaque scalp indien. Les Indiens d'Amérique, bien que pas les Apaches, pratiquaient le scalpage avant l'arrivée de l'homme blanc, mais les Européens ont transformé cette pratique rituelle en un commerce macabre. Leurs scalps comprenaient souvent des oreilles, et parfois, des têtes entières étaient décapitées. Où en sont-ils maintenant? On a observé que, comme de nombreuses tribus, les Apaches luttent fréquemment contre la pauvreté, et l'alcoolisme reste un problème persistant dans les réserves en Arizona, au Nouveau-Mexique et en Oklahoma. Des efforts sont déployés pour préserver leur histoire et leurs traditions. Des tribus comme les Mescalero et les White Mountain ont bénéficié de manière substantielle grâce aux jeux d'argent et aux casinos. Cela nous montre que la réalité des tribus est très éloignée de ce que les médias présentent. Il est essentiel de préserver la culture des différentes tribus pour garantir la diversité de notre espèce. Cependant, la société d'aujourd'hui n'aime pas reconnaître qu'il existe d'autres cultures et que de nombreuses cultures peuvent coexister. Si nous ne le comprenons pas, des cultures comme celle des Apaches disparaîtront bientôt et ne seront trouvées que dans les livres d'histoire.